Bienvenue à tous les participants. Je commence juste le webinaire par présenter Fredon Grand Est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est un réseau d'expertise national donc, qui se trouve en France métropolitaine et dans les DOM. Et nous sommes spécialisés dans la santé des végétaux, donc toutes les maladies et les ravageurs qui pourraient s'attaquer aux plantes que nous cultivons. Nous avons un pôle protection de l'environnement dans lequel, qui anime aujourd'hui ce webinaire. Et nous avons un pôle un petit peu plus récent qui touche la santé publique, notamment dans le cadre des missions qu'on mène par rapport aux plantes exotiques envahissantes. Donc, je vais commencer ce webinaire par faire un petit état des lieux de ce qui nous attend au Grand Est en termes de changement climatique, puisque c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, de manière globale, il va y avoir une élévation des températures et une augmentation des vagues de chaleur. Alors, les vagues de chaleur, c'est le nombre de jours et de nuits consécutives où la température a du mal à baisser, donc qui dépasse les 35 degrés en journée et les 20 degrés durant la nuit. Donc ça va augmenter. Il y aura une augmentation moyenne des précipitations. Alors, on peut dire que c'est une bonne nouvelle, mais pas forcément, puisqu'il y aura beaucoup de disparités. On va avoir des saisons très pluvieuses, beaucoup plus que d'habitude, et au contraire, bah, parfois on aura des étés très secs, voilà, sans qu'il y ait une régularité comme on avait l'habitude d'avoir. Il y aura aussi un accroissement des tempêtes, donc avec des rafales de vent qui sont plus fortes que 100 km/h. Donc voilà, ce qui peut impacter aussi notamment la plantation d'arbres pour éviter par la suite que la tempête les déracine. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la sécheresse, donc aux années qui sont les plus sèches. Donc pour information, la sécheresse qu'on a connue en 2022, donc l'année dernière, est considérée par les experts européens comme la pire qu'on a connue ces 500 dernières années. Donc on voit bien que le changement climatique est en route et que c'est maintenant en fait qu'on commence à y être confronté. Donc qu'est-ce qu'on a connu durant ces sécheresses? On a un manque d'eau, hein, évidemment. Il n'y a pas de pluie ou pas de neige durant les hivers, ce qui ne recharge pas les nappes phréatiques et les cours d'eau. Comme il fait plus chaud, on a aussi l'eau qui est présente dans le sol qui va s'évaporer de manière plus importante que d'habitude. Et on a aussi une utilisation assez intensive de l'eau hein, depuis de nombreuses années avec le développement de l'industrie, de l'agriculture. C'est vrai on connaissait pas trop ces problématiques de quantité d'eau en France. Donc c'est vrai qu'on a développé notre modèle économique en utilisant beaucoup d'eau et aujourd'hui, c'est vrai les nappes et les réserves ne se rechargent pas aussi bien que prévu et du coup, c'est vrai qu'on a un manque d'eau. Ici, on peut voir sur cette diapositive des cartes qui sont effectuées dans le cadre de la mission GRACE. Donc, c'est un satellite qui va étudier les masses d'eau sur la Terre. Et on constate bien qu'entre 2013 et 2023, on a un assèchement en fait des sols et un manque d'eau disponible au niveau des zones racinaires. Et on voit bien que le Grand Est est très touché hein, au niveau de la France. Donc la conséquence qu'on peut observer de manière un petit peu plus locale, c'est qu'on a subi des restrictions d'eau. Donc, ce sont des arrêtés préfectoraux qui tombent dans chaque département et qui, selon le niveau d'alerte, va restreindre en fait la quantité d'eau que l'on peut utiliser.
Alors ici, je vous ai mis en exemple ce qui va nous concerner, hein, l'arrosage des fleurs, des espaces verts, des pelouses, des potagers, des arbres et arbustes, des terrains de sport. Mais il faut bien se rendre compte aussi que ce n'est pas seulement les collectivités qui sont touchées, mais bien tous les acteurs, l'industrie, les agriculteurs et même les particuliers. On verra tout à l'heure sur la diapo suivante. Pour connaître les niveaux d'alerte et les arrêtés préfectoraux qui vous concernent, vous pouvez consulter le site national que vous voyez en lien sur la diapositive. Alors vous, en tant que collectivité, vous avez aussi la responsabilité de sensibiliser vos habitants et les associations éventuelles qu'il y aurait sur vos territoires. L'affichage est obligatoire, hein, des arrêtés préfectoraux en mairie. Donc vous avez aussi un certain nombre d'affiches que vous pouvez mettre dans les bulletins municipaux, par exemple. Mais vous avez aussi un pouvoir répressif en mettant des amendes ou avec des peines de prison éventuellement si les personnes ne respectent pas les recommandations que vous leur avez fait suivre. Donc aussi bien pour les personnes physiques que les personnes morales. Alors justement, la première chose que l'on va traiter dans ce diaporama, ça va être, on va s'interroger sur la provenance de l'eau. C'est vrai que jusqu'à présent, comme on n'avait pas trop de problèmes de quantité d'eau, certains utilisaient généreusement l'eau du réseau, l'eau des cours d'eau, l'eau des nappes phréatiques, etc. Donc voilà, on peut s'interroger déjà sur quelle source d'eau on utilise pour l'arrosage des massifs, des bacs et jardinières. Alors, ces restrictions, hein, dans le cadre des arrêtés préfectoraux que je vous ai montrés tout à l'heure, ça va concerner uniquement l'eau potable, les eaux superficielles et les eaux souterraines. Alors déjà, quand il n'y a pas de restriction d'eau, je vous incite fortement à utiliser plutôt les eaux superficielles ou souterraines par rapport à l'eau potable, puisque l'eau potable subit un traitement qui coûte quand même assez cher et qui nécessite des infrastructures. Donc c'est vrai que voilà, utiliser cette eau potable pour l'arrosage, voilà, n'est pas forcément pertinent puisqu'on peut utiliser d'autres eaux. Lorsqu'on est en restriction d'eau, on peut aussi se poser la question, puisqu'on n'a plus le droit de pomper dans les cours d'eau et dans les nappes, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser d'autres sources d'eau, et notamment ce qu'on appelle les eaux non conventionnelles. Donc c'est quoi? C'est par exemple les eaux pluviales qui proviennent des toitures ou du ruissellement sur des zones imperméables. Ça va être les eaux usées traitées, donc par les stations d'épuration, les eaux de renouvellement quotidien des piscines, les eaux grises qui sortent des douches, des lavabos, des lave-linges, etc. Donc toutes ces eaux en fait qui sont plus ou moins souillées euh, pourraient être utilisées selon les cas pour, dans la vie quotidienne ou peut-être pour l'arrosage, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Sachant que dans certains autres pays qui manquaient déjà d'eau, ces eaux non conventionnelles sont largement réutilisées, ce qui n'est pas le cas en France. Les objectifs nationaux, c'est d'ici 2025 de tripler la quantité d'eau non conventionnelle utilisée. Alors, bien sûr, ça pose des problèmes agricoles, mais en espace vert, on va voir qu'on est un peu moins contraint par ces règles. Alors, on va commencer par parler des eaux pluviales. Alors, en termes de réglementation, le Code civil dit que tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur ses fonds. C'est-à-dire qu'une collectivité peut utiliser en fait les eaux de pluie sur les espaces publics. Alors, la personne qui recueille ces eaux de pluie peut les utiliser pour son propre usage, les vendre ou les concéder gratuitement à un voisin. Ce qui veut dire que, par exemple, si vous avez une zone industrielle ou artisanale et commerciale sur votre territoire,
Si les magasins recueillent l'eau de pluie et n'en ont pas l'utilité, ils peuvent très bien en faire don à la commune pour l'arrosage des espaces verts. Alors, utiliser les eaux de pluie, c'est plutôt une bonne chose, puisque ce sont des eaux qui sont pauvres en calcaire, qui donc vont moins boucher en fait tout le système d'arrosage. C'est bien aussi parce que ça va limiter la surcharge des stations d'épuration, puisque ces eaux pluviales à la base sont rejetées dans le réseau d'évacuation et dans la plupart des cas, s'il n'est pas séparatif, ce réseau est unitaire, donc c'est-à-dire que toutes les eaux pluviales et les eaux usées vont au même endroit vers la station d'épuration, ce qui pose des problèmes de gestion. Donc voilà, c'est plutôt bien en fait de limiter la- la- le transport des eaux pluviales vers les stations d'épuration. Par contre, si on utilise ces eaux de pluie, il y a un risque de présence de pesticides, d'amiante aussi, puisque bah, si on a un toit qui contient de l'amiante, l'eau pluviale va ruisseler et risque d'emporter tous ces polluants lorsqu'il va ruisseler sur le toit. Alors, ces eaux pluviales, faut savoir qu'il en tombe pas mal. En France, on a à peu près 750 litres d'eau qui tombent sur chaque mètre carré durant une année. Donc ça fait quand même une réserve assez conséquente. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir les stocker pour pouvoir les utiliser plus tard? Parce qu'en général, quand il pleut, on arrose un petit peu moins, mais par contre, on va avoir besoin de cette réserve d'eau pluviale durant les périodes de sécheresse. Donc, ce qui nécessite un stockage assez conséquent. Donc, ce qu'on peut voir sur les deux premières images, ce sont des petits conteneurs qui peuvent voilà, très bien faire l'affaire pour des particuliers ou l'arrosage de petites surfaces. Mais c'est vrai que pour arroser tout un fleurissement d'une collectivité, il faut réfléchir à plus grande échelle. Donc, il faudra déjà se poser la question, est-ce qu'on souhaite une cuve plutôt enterrée ou plutôt aérienne? Où est-ce qu'on va la stocker? Dimensionner, bien sûr, là où les cuves en fonction de vos besoins. Ça ne sert à rien de stocker des milliers de litres d'eau que vous n'allez pas utiliser. Donc, voilà, ne pas surdimensionner vos projets. Avoir bien sûr un trop-plein, puisque quand la cuve est remplie, il faut bien que les eaux pluviales aillent quelque part. Et adapter surtout le stockage pour éviter qu'il y ait des algues, des bactéries ou des champignons qui viennent proliférer dans la cuve et créer des problèmes de gestion par la suite. Donc voilà pour les eaux pluviales. On va parler maintenant des eaux usées traitées. Donc, il faut savoir que la France ne recycle qu'1% de ses eaux usées traitées. Le reste est rejeté suite au traitement par la station d'épuration dans le milieu naturel. L'objectif du gouvernement est de recycler 10% de ces eaux usées d'ici 2030. Si vous souhaitez réutiliser des eaux usées traitées, vous pouvez le faire pour l'arrosage des espaces verts. Il faudra simplement faire une demande en préfecture avec un dossier et un bilan de l'année pour voir s'il n'y a pas eu de souci avec le transport et l'utilisation de cette ressource. Alors, l'avantage d'utiliser des eaux usées traitées, c'est que, il va encore y avoir des résidus d'azote, puisque les eaux usées contiennent énormément d'azote. La station d'épuration les traite généralement assez efficacement, mais il en reste toujours un peu. Ça tombe bien puisque l'azote, c'est un engrais en fait qui va faire du bien à nos plantations. Donc, vous allez pouvoir réduire la quantité d'engrais que vous aviez l'habitude de mettre. Par contre, les risques d'utiliser ces eaux usées traitées, c'est de polluer les sols et les nappes avec des micropolluants. Donc, les micropolluants, c'est tout ce qui est résidus de médicaments, de produits chimiques, de pesticides ou de métaux.
Les stations d'épuration les traitent un petit peu, mais la majorité de ces micropolluants restent en fait dans l'eau qui est traitée. Donc voilà, il ne faudra pas euh, surcharger le sol avec ces micropolluants. Le risque aussi, c'est qu'il y a une baisse du niveau des cours d'eau. C'est vrai qu'on avait l'habitude en fait de rejeter ces eaux usées traitées dans le milieu naturel et en général vers des cours d'eau. Ces cours d'eau, parfois en période d'étiage, sont à sec ou ont des niveaux très bas. Le fait de rejeter ces eaux usées traitées durant toute l'année aide parfois les cours d'eau à garder un niveau acceptable. Donc si on réduit la quantité d'eau rejetée, forcément le niveau va baisser. Une autre piste pour ceux qui ont des piscines sur leur territoire, une piscine consomme énormément d'eau, donc il y a plusieurs possibilités. On peut déjà utiliser les eaux issues des pédiluves, des eaux de renouvellement et des eaux de nettoyage des filtres. Donc là, il n'y a pas d'obligation réglementaire, donc vous pouvez tout à fait utiliser ces eaux pour l'arrosage des espaces verts. Faut savoir aussi que les piscines municipales ont une obligation de changer l'eau du bassin, donc d'évacuer 30 litres d'eau par baigneur et par jour pour en rajouter de la nouvelle. Donc c'est ce qu'on appelle les eaux de renouvellement quotidien. Donc, vous imaginez que ça fait des quantités assez importantes. Il est possible d'utiliser ces eaux pour l'arrosage. Alors évidemment, ce sont des eaux de piscine qui contiennent du chlore. Donc il y a plusieurs possibilités pour neutraliser ce chlore puisque il va être nocif pour nos plantations. Alors soit on peut ajouter du thiosulfate pour le neutraliser, ou alors on peut simplement stocker cette eau pendant plus d'une semaine et au bout d'une semaine, en fait, le chlore aura totalement disparu. Donc voilà, c'est une piste pour ceux qui ont des piscines. Parfois, cette eau est déjà réutilisée au sein de l'établissement pour les toilettes, par exemple, pour le nettoyage, etc. Mais parfois, elle est aussi rejetée directement vers le réseau d'évacuation. On peut aussi penser à la vidange, hein, puisque toutes les piscines municipales bénéficient d'une vidange totale annuelle. Donc là aussi, il suffira de stocker l'eau pendant plus d'une semaine pour que le chlore soit neutralisé et qu'on puisse l'utiliser. Le problème est de trouver juste un moyen de stocker cette eau jusqu'à la période où on en aura besoin. Une autre piste qu'a trouvée la ville de Niort, elle va réutiliser l'eau de sa patinoire, puisque sa patinoire va fermer en été, donc la glace va fondre et ils récupèrent 100 mètres cubes d'eau pour arroser leurs espaces verts. Et ensuite, il y a toutes les autres eaux de récupération. Donc là, je vais faire appel à votre imagination, hein, puisque c'est vous qui connaissez le mieux vos communes. On peut citer par exemple les eaux de vidange ou de nettoyage des châteaux d'eau, de l'eau de nettoyage, des réserves incendies qui seraient vidangées également, des trop-pleins, etc., etc. Là, c'est à vous de trouver toutes ces sources d'eau. Après, c'est vrai que le problème est de savoir où et comment on stocke ces eaux. Donc voilà pour les différentes sources d'eau qu'on peut utiliser pour l'arrosage. Maintenant, on va s'intéresser à comment on arrose hein, finalement, quelles sont les techniques que l'on peut mettre en place pour éviter d'utiliser trop d'eau pour l'arrosage. Lucie, Oui, j'ai juste une petite question tant qu'on est entre deux oui, on peut. parties. La mairie de Murphy qui demandait donc si on peut récupérer les eaux pluviales d'un toit qui a des tôles en amiante pour l'arrosage des fleurs.
Alors, bah, c'est ce que je disais. Ouais, Effectivement, il y a un risque hein, que l'eau de ruissellement soit contaminée. Donc, j'aurais tendance à déconseiller cette utilisation. oui, oui, donc c'était bien ça. C'était histoire de repréciser comme ça. Oui, Eh bien, merci. C'était de la rien, seule question pour le moment. pas de souci. Donc, déjà pour parler d'arrosage, on va déjà essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en fait au niveau du sol. Alors, l'eau en fait est plus ou moins disponible pour les racines des plantes au niveau du sol. Donc, c'est ce qu'on va appeler la RFU, la réserve facilement utilisable. C'est en fait la quantité d'eau qui est disponible dans le sol pour les racines. Alors, cette eau qui se trouve dans le sol, elle va en fait s'évaporer. Alors, soit directement du sol vers l'air, soit elle va être aspirée par les racines de la plante, être véhiculée le long de la tige ou du tronc et être évacuée sous forme de micro-gouttelettes par les feuilles. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Donc vous imaginez bien, plus il fait chaud, plus en fait l'évaporation va être importante. Quand on a un été sec, la pluie en fait ne suffit pas à réalimenter ces réserves du sol. Donc elle va restituer de 10 à 30% de l'eau qui s'est évaporée. Donc on a en fait des réserves d'eau dans le sol qui sont épuisées en fin d'été. Alors, on peut déjà agir en prévention pour limiter en fait cette transpiration ou par les plantes ou par le sol en implantant des haies brise-vent, puisque le vent va aussi favoriser hein, la dissémination de ces micro-gouttelettes. On va pouvoir par exemple biner aussi ou garder un sol qui va absorber au mieux la pluie. Et on va pouvoir aussi créer de l'ombrage puisque bah, quand il y a de l'ombre, il fait plus frais et il y a moins de transpiration. Donc déjà, ça, c'est une piste. Essayer de planter à l'ombre et dans un sol qui garde facilement l'eau. Ensuite, on peut regarder aussi le type de sol qu'on a chez nous, puisque bah, selon les caractéristiques du sol, il va plus ou moins retenir ou pas l'eau qui va s'infiltrer. Donc, par exemple, dans les sols argileux, l'eau, en fait, va être beaucoup plus disponible et retenue au niveau de la zone racinaire. Par contre, si on a un sol sableux, bah là, l'eau va s'infiltrer très facilement et va aller vers le sous-sol. Donc, finalement, un sol argileux va s'adapter beaucoup mieux à la sécheresse. Mais par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que le sol sableux, lui, il est intéressant puisqu'il est résilient face à l'excès d'eau. Donc, si on a des problèmes d'inondation, par exemple, ou d'excès d'eau, un sol sableux sera plus favorable. Donc, bien sûr, on peut travailler sur la qualité du sol pour qu'il retienne beaucoup mieux l'eau. Et on va le travailler grâce à l'apport d'humus. Donc, en fait, l'apport de matière organique et d'organismes vivants, hein. Donc, bon, les vers de terre, comme on peut voir sur la photo, mais aussi tout un tas de bactéries, champignons, etc. Alors, ils sont bien sûr disponibles normalement dans les sols. Si on apporte de la matière comme du compost, ça suffit pour améliorer déjà le sol, mais vous pouvez aussi acheter des mélanges de bactéries qu'on achète en général en granulés et qu'on peut disperser sur des sols qui sont relativement pauvres pour leur donner un petit coup de main et reconquérir un peu ce sol qui ne retiendrait pas trop la ressource en eau. Donc ça, c'est une des premières prises. On peut jouer aussi sur nos pratiques d'arrosage. Donc, on peut arroser préférentiellement de nuit ou très tôt le matin pour les raisons dont je vous parlais tout à l'heure. On voit bien qu'à l'ombre, hein, un sol va mieux retenir l'eau. Donc, quand il fait nuit, forcément, l'eau va mieux rester dans le sol.
Ne pas arroser le feuillage. Alors ça, c'est pour une question de ruissellement, puisque bah, l'eau va ruisseler sur le feuillage. Et quand on a une jardinière, par exemple, si on arrose le feuillage, bah, la moitié de l'eau qu'on va mettre va simplement ruisseler vers l'extérieur du bac. Ça a un intérêt aussi en termes de maladies, puisque bah, quand on a des feuilles qui sont humides, on a tendance à favoriser le développement de champignons qui pourraient après attaquer nos plantes. On va préférer aussi des arrosages conséquents et moins fréquents, tout simplement pour que les plantes s'enracinent plus profondément et soient en meilleure santé par conséquent. Alors, quand on va arroser, la première chose à faire, c'est de regarder s'il y a vraiment besoin d'arrosage. Alors, on dit toujours, bah, quand il pleut, ça sert à rien d'arroser derrière. Alors, c'est vrai et pas vrai. Une pluie qu'on dit efficace, donc c'est-à-dire qui donne des réserves d'eau aux plantes, il faut qu'il y ait au minimum 70 millimètres d'eau qui soit tombée. Alors, ça, c'est vrai plutôt pour les massifs et les pelouses, mais vous voyez bien sur la photo de droite que lorsqu'il pleut sur un bac ou un massif, ou pardon, une jardinière, comme je vous ai dit avant, hein, la majorité de l'eau va ruisseler sur les feuilles et va glisser vers l'extérieur du bac. Donc c'est pour ça que il arrive parfois que les agents arrosent les bacs et le fleurissement hors sol après une pluie. Alors voilà, certains habitants parfois se posent la question, est-ce que c'est vraiment utile? Dans ce cas, oui, si la pluie n'était pas assez conséquente et s'il y a un ruissellement sur les feuilles. Donc, quand on a des plantes à arroser, on peut contrôler en fait l'humidité du sol pour voir si l'arrosage est vraiment obligatoire. On peut faire soit un contrôle manuel, donc comme on peut voir sur la photo de gauche, juste enfoncer son doigt dans la terre pour voir si elle est encore humide. Mais il y a aussi des outils un petit peu plus précis qui s'appellent des sondes tensiométriques qu'on plante simplement dans le sol pour voir s'il y a encore assez d'eau présente pour les racines. Alors, ces systèmes de captage de l'humidité du sol peuvent être couplés avec des systèmes d'arrosage automatique. Donc on peut avoir des gouttes à gouttes, des tuyaux microporeux, des asperceurs, des systèmes enterrés aussi qui sont très intéressants. Donc on peut coupler en fait ces capteurs. Donc vous avez le tensiomètre que je vous ai montré tout à l'heure, mais on peut aussi avoir d'autres capteurs qui captent par exemple la pluie, donc un pluviomètre, un anémomètre pour capter le vent, etc. On peut avoir tout un tas de données. On a aussi parfois des applications qui sont liées à la météo, à la période de l'année, etc. Et en fait, toutes ces données que l'on va capter peuvent être centralisées et déclencher l'arrosage automatique dès qu'il y en a besoin. Donc c'est ce qu'on appelle le système Smart City qui s'utilise pour l'arrosage, mais qui peut aussi s'utiliser pour l'énergie et pour sur d'autres volets. Mais là, sur l'arrosage, l'idée, c'est vraiment de limiter au maximum la quantité d'eau et d'apporter bah, cet arrosage vraiment au minimum là où il y en a vraiment besoin. Donc voilà, il y a des applications maintenant qu'on peut voir sur téléphone avec déclenchement ou non de l'arrosage en fonction des besoins. Un autre système d'irrigation innovant, donc c'est un petit tube qu'on va enterrer, donc d'une vingtaine de centimètres, qui a été développé par la société Lika. Donc c'est un tube en composite qui va être perforé, ce qui va permettre aux racines d'aller directement puiser l'eau à l'intérieur du tube. Le fond est fermé par une sorte de poterie en argile
Donc on va enterrer ce tube en laissant le couvercle dépasser, donc pareil qui est en argile. Ce qui va se passer, c'est que l'eau, on peut mettre de l'eau pluviale ou de l'eau, peu importe. L'eau, en fait, va rentrer par ces tuyaux et va être diffusée de manière très lente, en fait, au niveau du sol, et les racines vont pouvoir puiser uniquement ce qu'elles ont besoin. Au contraire, quand le sol est sec et qu'il va pleuvoir, en fait, l'eau va ruisseler directement à l'intérieur de ce tube. Donc, bien sûr, il faudra vérifier que le tube soit toujours plein, même si, bah, s'il ne pleut pas, il ne peut pas se remplir forcément. Mais l'intérêt de cette solution, c'est que l'écoulement est gravitaire et que du coup, il n'y a pas besoin de pompe. Grâce à cette solution, ils disent économiser de 50 à 80% d'eau pour l'arrosage. Alors, cette technique justement d'irrigation avec ce tube en composite, elle va utiliser une technologie aussi qui s'appelle l'activation de l'eau. Alors, il faut savoir que l'eau a une composition chimique, a aussi une qualité microbiologique, mais ce qui va nous intéresser là, c'est les propriétés qui dépendent de sa structure interne, c'est-à-dire de l'agencement de ces molécules. Vous voyez sur les petites photos à droite, hein, les molécules d'eau, donc H2O, une molécule d'hydrogène et deux d'oxygène qui sont reliées. Alors, soit effectivement, elles peuvent être déstructurées, ces molécules d'eau, soit on peut choisir de les structurer ou de les dynamiser, c'est pareil, par différents procédés. Donc ça peut être avec des aimants, avec du magnétisme, avec des cristaux, etc. Et en fait, une fois que cette eau est structurée, elle va mieux pénétrer dans les tissus végétaux. L'oxygène est beaucoup plus disponible, hein, puisque l'eau contient de l'oxygène qu'il transmet aux plantes. Et cette eau, en fait, va avoir une tension beaucoup plus élevée et va beaucoup moins s'évaporer. Donc, en fait, elle va rester dans le sol et être beaucoup plus disponible pour les plantes. Alors, une autre technique qu'on peut utiliser pour arroser notamment les massifs et les gros bacs, ce sont les zoyas. Donc, les zoyas, ce sont des poteries en argile microporeuse. Donc, on va en fait enterrer ces zoyas. Il y en a de différentes contenances en fonction de la zone qu'on veut arroser. Donc, un Oya de 5 litres va par exemple couvrir une zone d'à peu près 80 cm². Une fois qu'on a enterré cette poterie, on va simplement enlever le couvercle et remplir avec de l'eau. Là, pareil, on peut utiliser de l'eau pluviale, de l'eau potable, tout type d'eau qu'on a à sa disposition. Euh, Ces eaux donc vont en fait percoler par les micropores de l'argile et se diffuser en fonction des besoins dans le sol. Alors, on voit bien, par exemple, sur les photos du bas, que lorsqu'on retire l'Oya, on a tout un réseau de petites racines qui viennent se coller à l'Oya, puisque c'est là que l'eau est disponible. Grâce à cette technique, on peut économiser jusqu'à 75% d'eau pour l'arrosage. Il faut le remplir à peu près tous les 6 à 10 jours. Alors ça, pareil, ça va dépendre de l'humidité du sol. S'il pleut, le sol va être humide et du coup, l'Oya va garder l'eau à l'intérieur de la poterie. Si le sol est sec, l'eau va diffuser et va s'évacuer de l'Oya. Mais ça permet déjà de gagner du temps aussi sur l'arrosage. Il est possible aussi de coupler les Zoya avec un arrosage automatique qui va vérifier constamment le niveau d'eau qu'il y a dans l'Oya et se déclencher pour le remplir si besoin. Alors, certains Zoya peuvent être fragiles et nécessitent de les rentrer durant l'hiver ou du moins de les vider pour éviter qu'ils ne gèlent. Alors, une petite anecdote de la commune de Soufflenheim, puisque Soufflenheim réalise des poteries déjà de manière historique, puisqu'ils ont de l'argile.
Ils ont testé les zoyas et ils ont remarqué que les limaces rentraient à l'intérieur des zoyas malgré le couvercle et que du coup elles n'allaient pas attaquer leurs plantes. Une autre technique, plutôt pour les arbres ou les arbustes, ce sont les sacs d'arrosage. Donc c'est une toile tissée qu'on va placer au pied de l'arbre, qu'on va remplir d'eau et qui va libérer très lentement l'eau au niveau du sol. Il faudra quand même le remplir 1 à 2 fois par semaine, puisque l'eau s'évacue quand même assez rapidement. On n'a pas ce phénomène comme tout à l'heure, si le sol est humide, l'eau va rester à l'intérieur puisque le sac n'est pas enterré. C'est idéal pour les jeunes arbres qu'on vient de planter, surtout si vous n'avez pas de point d'eau à proximité, ça peut être intéressant d'utiliser cette technique. Pareil, en hiver, il faudra les retirer, sinon le tronc risque de pourrir. Ces sacs peuvent être réutilisés, mais ont tendance parfois à se colmater selon la source d'eau qu'on y met et les feuilles qui peuvent éventuellement y entrer. Ça reste du plastique. Donc voilà, c'est une solution qui a ses avantages et ses inconvénients. Alors, une autre technique que je pense que vous utilisez quand même pas mal, c'est le paillage. Donc, comme je vous l'ai dit au début, quand on a de l'eau dans le sol, euh, l'eau va s'évacuer, en fait, va transpirer, soit par le sol, soit par la plante. Plus il fait chaud et plus il y a du vent, plus ce phénomène va être important. Le fait d'ajouter du paillage va en fait limiter cette transpiration de par le sol vers l'air et du coup va conserver l'eau au niveau du sol et va augmenter cette réserve d'environ 20%. Donc on aura 20% d'eau en plus disponible pour les racines. Alors quand on dit paillage, il faut bien sûr avoir un paillage assez épais. Donc si on utilise un paillage plutôt fin, on peut mettre une épaisseur assez réduite de 7 à 10 centimètres en gardant toujours un œil pour voir que ça ne fasse pas une croûte. Et si on utilise un paillage plutôt grossier, comme du broyat par exemple, on peut aller jusqu'à 20 centimètres sans problème pour protéger le sol. Alors bien sûr, ce qu'on préconise, c'est plutôt de favoriser les matériaux locaux, d'utiliser en fait vos déchets verts pour couvrir le sol. Déjà, ça coûtera moins cher et ça réutilise aussi les ressources locales. Donc, on peut utiliser par exemple du broyat, du miscanthus, du lin, de la laine de mouton et tout déchet végétal à disposition. Je conseille de limiter le paillage minéral, tout simplement parce que il a tendance déjà à être recolonisé par les graines par le dessus. Même si on met une toile en dessous, c'est vrai que les graines sont transportées par le vent et souvent au bout de 5 ans, on a un paillage qui est totalement colonisé et on a du mal à l'entretenir. Mais aussi surtout parce que le paillage minéral a tendance à accumuler la chaleur et à la restituer à la plante. Donc déjà, qui fait chaud, qui manque d'eau, etc., la plante va être encore plus fragilisée et on peut le voir notamment sur les arbres d'alignement qui ont des fosses assez réduites, qui manquent d'eau et lorsqu'on met un paillage minéral, on a tendance à avoir des échaudures. Donc c'est en fait simplement l'écorce qui va craquer et une blessure qui va en résulter. Donc je conseille de limiter le paillage minéral au maximum. Une autre solution peut aller dans les massifs, mais qui est plutôt réservée au fleurissement hors sol, c'est les rétenteurs d'eau. Donc je ne conseille pas de mettre de la tourbe comme substrat dans les bacs et jardinières. Oui, ça retient l'eau, c'est intéressant, mais par contre, c'est une ressource qui provient des tourbières, qui convient aujourd'hui de protéger. Donc, je pense qu'il vaut mieux limiter l'ajout de tourbe dans ce cas-là. Il existe
plusieurs techniques pour retenir l'eau dans ce fleurissement hors sol. On peut mettre par exemple des bandes de feutre qui sont en général issues du recyclage. On peut mettre de la laine de roche, de la perlite, des billes d'argile, etc. J'ai pas tout mis, mais voilà, c'est les principales choses qu'on peut retrouver sur le marché. Toutes ces choses-là, en fait, vont capter l'eau et la restituer lentement quand la plante en aura besoin. Donc ça peut être plutôt intéressant selon les cas. Il y a aussi des rétenteurs plutôt chimiques. Donc là, ce sont des cristaux qui vont, donc c'est une sorte de poudre, comme vous pouvez le voir sur la photo, qui vont gonfler ou gélifier lorsqu'ils sont en contact avec de l'eau. Ils vont absorber jusqu'à 500 fois leur poids en eau et du coup vont la restituer de manière assez lente quand la plante en aura besoin. Alors, ces cristaux ont une durée de vie d'environ 5 ans. Ils permettent de réaliser des économies d'eau, donc de 50 à 75%, mais ils restent issus de la pétrochimie. Une autre technique, c'est d'utiliser des agents mouillants. Donc, ce sont des produits issus de la chimie qu'on va en fait ajouter au niveau de l'eau d'arrosage et ce mouillant va permettre une meilleure diffusion de l'eau dans le substrat en modifiant la tension superficielle de l'eau. Donc ici, on a un tableau qui montre la différence avec et sans. Donc avec, c'est au-dessus et sans, c'est en bas. Donc on voit bien que les pots qui sont situés au-dessus ont une diffusion de l'eau en fait qui va se répartir en fait de manière homogène dans le substrat, alors que dans le cas du bas, sans mouillant, on va avoir une répartition assez aléatoire et souvent un ruissellement de l'eau vers le fond du bac ou vers l'environnement si on est dans un massif. Alors, à droite, vous pouvez voir un petit test que j'ai réalisé avec un fournisseur. Donc, on avait deux petits carrés de terre qui étaient vraiment très sèches et très tassés. Donc, on a mis dans chaque cruche la même quantité d'eau. Donc, en haut, c'est sans le mouillant et en bas, c'est avec le mouillant. Et on a versé en même temps sur chaque petit carré. Et on voit bien que avec le mouillant, l'eau se répartit de manière très uniforme sur le petit carré. Il n'y a que quelques gouttes qui se retrouvent dans la coupelle, alors que sans le mouillant, on voit bien que la coupelle est déjà remplie et le petit carré est encore tout sec. Donc ces produits sont très efficaces, mais par contre, attention, ils sont corrosifs généralement, donc ils nécessitent le port d'équipements de protection adaptés, comme des lunettes ou des gants. Donc voilà pour les techniques d'arrosage. Je ne sais pas s'il y avait des questions peut-être sur cette partie-là. Alors oui, j'avais une question, enfin c'était plutôt une remarque, alors que je te la retrouve, de la part de, alors c'est Corinne W qui est identifiée dans le chat, qui faisait remarquer que pour les communes, en tout cas pour certains petits villages, le bruit qui est induit par les pompes d'arrosage est pas toujours très bien perçu. Alors je sais pas si toi tu as déjà eu ce genre de remarques aussi Oui, avec les autres communes que tu rencontres. oui, effectivement, ça peut être problématique, surtout quand il y avait les restrictions d'eau, les communes qui étaient restreintes au niveau horaire. C'est vrai qu'aller arroser très tôt le matin ou très tard le soir avec la pompe qui est en marche, c'est pas toujours très agréable. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, un arrosage automatique sera beaucoup moins polluant en termes sonores. Mais voilà, on peut pas toujours. Mais c'est vrai que c'est une question à prendre en compte. Peut-être lorsqu'on implante du fleurissement, c'est peut-être aussi réfléchir tout de suite comment on va l'arroser et si la pompe peut passer devant les habitations sans déranger. Mais après, voilà, j'ai pas de solution miracle pour réduire le bruit des pompes.
Voilà, après, on peut pas trop faire autrement. Oui, il n'y a pas de solution miracle, Non, il n'y a pas de malheureusement. Il y a solution. toujours un inconvénient. C'est ça. Eh ben merci, Lucie. C'était tout pour cette partie. Je te Ok. laisse poursuivre. Donc, on va poursuivre sur la dernière partie de ce webinaire. Donc, effectivement, lorsqu'on a des restrictions d'eau et un changement climatique qui est en cours, on peut aussi s'interroger sur nos pratiques de fleurissement. Là, c'est vrai qu'on a vu comment arroser une fois que le massif est en place, mais comme on le disait tout à l'heure, hein, il y a des choses à réfléchir en amont et peut-être changer notre manière de faire déjà en amont. Alors, un constat sur le fleurissement plutôt classique. Donc, c'est vrai que le fleurissement, c'est un élément primordial des espaces verts. On considère qu'il est essentiel hein, pour le cadre de vie et le tourisme. Donc, l'idée, c'est effectivement de ne pas tomber dans le travers de dire, bah oui, on n'a plus les moyens, il fait trop chaud, on n'arrose pas, du coup, on va tout supprimer. C'est pas forcément ce qu'on préconise puisque il y a quand même si on le faisait déjà à la base, c'est qu'il y avait un intérêt. Donc voilà, il va falloir finalement trouver un juste milieu entre garder un cadre de vie agréable et travailler justement sur ce manque de ressources et ce manque de temps pour l'arrosage. Donc, une des pistes, c'est un peu d'utiliser l'outil qu'on a l'habitude d'utiliser pour l'entretien des espaces verts, c'est la gestion différenciée. Donc, la gestion différenciée, c'est tout simplement en fait, concilier tous les paramètres économiques, donc combien ça coûte de fleurir, d'arroser, d'entretenir, etc. Le volet social et culturel, donc c'est ce que je disais, garder quand même un cadre de vie agréable, mettre en valeur le patrimoine et intégrer aussi tous ces aspects environnementaux, hein, préserver les ressources naturelles, offrir du pollen aux insectes qui en ont besoin, des refuges, etc. Donc on va pouvoir en fait appliquer cette gestion différenciée à finalement cette problématique fleurissement. Donc, comment on procède en fait au niveau de la gestion différenciée? À gauche, vous avez une carte. Donc là, ce sont tous les espaces en fait qui sont entretenus par la collectivité en question. On les a classés en trois catégories. Donc des zones plutôt horticoles qui vont être très entretenues, où on va retrouver par exemple du fleurissement hors sol, des plantes annuelles, des paillages assez fins, etc. On va avoir des zones plutôt intermédiaires qui sont un petit peu moins entretenues, où on va mettre plutôt des vivaces, de l'arbustif, du paillage un petit peu plus grossier, et des zones plus naturelles où là, on va utiliser en fait les fleurs qui poussent naturellement dans les espaces naturels. Donc concrètement, comment on peut procéder? On peut déjà commencer par un état des lieux de ce qui est fait actuellement dans votre commune. Donc par exemple, si dessous on a des cartes où on peut voir tout le fleurissement hors sol, ce qui permet de voir s'il est bien réparti ou s'il y a des bacs ou jardinières qui sont qui nécessitent beaucoup de déplacement, hein, tout simplement. Peut-être voir s'il y en a trop, pas assez, etc. Sur la carte de droite, on a identifié aussi les points d'eau, donc voir où est-ce que les agents peuvent récupérer l'eau pour l'arrosage. Et on a marqué aussi la tournée d'arrosage pour voir si elle est bien cohérente avec le reste. Donc une fois qu'on a relevé ce qu'on fait actuellement et qu'on l'a cartographié, on peut réfléchir tous ensemble. Alors j'insiste sur le tous ensemble, ce qui veut dire élus, agents techniques, peut-être voilà, des représentants des riverains, etc., pour finalement proposer une stratégie, un plan d'action qui soit adapté à tous les enjeux qu'on a vus tout à l'heure, hein, un cadre de vie agréable
des restrictions d'eau, des problèmes techniques, un manque de temps, etc. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se concerter tous ensemble et d'optimiser au maximum. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, avec le bruit. Peut-être que voilà, bah, effectivement, des gens se sont plaints et que bah, le fleurissement qui est à cet endroit-là bah, peut être transformé ou adapté pour que la machine n'ait plus à passer à cet endroit-là. Mais si on ne concerte pas toutes les parties, donc si les élus décident sans les agents, bah, ils risquent d'avoir des problèmes techniques derrière. Et les agents, si les agents décident tout seuls, il peut y avoir aussi des problématiques de communication ou d'incompréhension de la population. Donc vraiment travailler ensemble, c'est très important. Alors déjà, on peut se demander où est-ce qu'on va fleurir et où est-ce qu'on va planter. Comme je le disais au début du webinaire, l'eau est plus disponible lorsque le sol est à l'ombre. Donc on va essayer peut-être de bah, planter plutôt à l'ombre ou du moins essayer d'ombrager les zones qu'on souhaite planter. Donc par exemple, en plantant un arbre qui va finalement faire une sorte de canopée, ça peut être intéressant, sachant que les arbres sont intéressants puisque bah, ils captent énormément d'eau par leurs racines et restituent énormément de vapeur au niveau de l'air, ce qui rafraîchit énormément l'environnement immédiat de l'arbre. Donc, par exemple, ici sur le schéma, on a une transpiration au niveau du sol. Il faut savoir que ce phénomène de transpiration, hein, c'est l'arbre. À partir de 28 degrés, il va en fait se stopper puisque l'arbre en fait va être en stress hydrique. Il va fermer les pores qui sont sur ses feuilles pour pouvoir garder l'eau bah, pour lui-même et pour survivre. Donc ici, l'idée qu'on a sur le schéma, c'est qu'on a placé un arbre assez grand qui va finalement faire une sorte de parasol qui va capter la température au-dessus de 28 degrés. Donc lui, il ne transpirera plus, mais par contre, en dessous de cette canopée, de ce parasol, il va faire moins de 28 degrés et du coup, tous les petits arbustes qu'on aura plantés en dessous, eux, vont continuer à transpirer et à créer de la fraîcheur. C'est ce que vous pouvez voir, par exemple, sur la photo de droite. On a des arbres assez grands et la commune a choisi d'implanter des arbustes en dessous. C'est aussi quelque chose qui peut être intéressant si on a des très grands arbres qui sont vieillissants et qu'on souhaite protéger pour la biodiversité et les bienfaits sur le changement climatique. Donc le fait d'avoir aussi un pied d'arbre qui soit où il y a des arbustes peut éviter qu'il y ait du piétinement, du passage de machines, etc. Euh, donc le stress hydrique, le milieu urbain est très contraignant, hein, forcément pour les plantes. C'est pas le milieu optimal pour implanter des végétaux. Donc bien sûr, quand on choisit d'en implanter, il faut leur prévoir une place donc suffisante, notamment pour leurs racines. Et il faut conserver un sol vivant et aéré pour que l'arbre ou les plantations puissent avoir accès à l'air et à l'eau. Oui, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc oui, par rapport à ça, si vous choisissez d'implanter des arbres et que vous êtes un peu limité en place, choisissez plutôt des arbres plus petits, en fait, des essences qui vont moins se développer, plutôt que d'implanter des grands arbres qui vont à terme finalement bah, casser les revêtements ou être en souffrance, avoir un risque de chute, etc. Donc vraiment adapter aussi bah, la plante à la place que vous pouvez lui accorder. Donc, sachant que les grands arbres hein, peuvent avoir besoin de fosses de plantation
de 16 mètres carrés, voire 20 mètres carrés pour certains. Donc c'est intéressant d'avoir des grands arbres, mais bien sûr, il faut avoir la place pour pouvoir les mettre. Au niveau du fleurissement hors sol, donc comme je vous l'ai dit, l'idée n'est pas de supprimer le fleurissement hors sol, même s'il est assez gourmand en eau et en temps. L'idée, c'est de l'adapter, de le transformer. Donc, une des pistes, ça peut être d'utiliser des contenants différents, et notamment plus grands et plus gros, puisque bah, si on arrose une petite jardinière, elle va très rapidement bah, ne plus avoir d'eau à disposition, alors que si on a un grand bac, on peut arroser moins fréquemment. Toujours choisir aussi des systèmes avec de la rétention d'eau. Donc, il existe maintenant, quasiment toutes les collectivités ont des jardinières à réserve d'eau. Sachez qu'il faut parfois les vider, ces réserves d'eau, sinon les racines ont tendance à pourrir. Attention aussi aux matériaux que vous choisissez pour ce fleurissement hors sol. Enfin, de temps en temps, je vois dans les nouveaux aménagements des bacs en acier Corten. Faut savoir que l'acier Corten accumule la chaleur et ce qu'on a remarqué, c'est que bah, du coup, la terre qui est à proximité directe de ce matériau bah, a tendance à se rétracter puisque bah, il fait très chaud et du coup, l'eau a tendance à s'évaporer beaucoup plus rapidement. Donc, choisissez plutôt des matériaux qui n'accumulent pas trop la chaleur, comme le bois ou la pierre. Alors, au niveau des massifs, donc là, on me demande très souvent, bah, avec le changement climatique, qu'est-ce qu'on doit planter? Est-ce qu'on doit mettre plutôt des plantes exotiques qui tiennent mieux à la chaleur? Est-ce qu'on doit plutôt prendre bah, des plantes de steppe? Est-ce qu'on doit continuer comme on a l'habitude? Est-ce qu'on doit utiliser plutôt des plantes locales qui sont mieux adaptées? J'ai envie de dire, en fait, on ne sait pas trop. Comme je vous l'ai dit, le climat, en fait, va être très changeant. Certaines années, il va beaucoup pleuvoir, il va faire plus froid. D'autres, bah, il y aura quasiment pas de pluie et voilà, il va faire très chaud. Donc, j'ai envie de dire, planter de tout, varier au maximum pour être sûr d'avoir quand même quelque chose qui se développe. Alors, bien sûr, ça prendra le dessus selon les conditions météo, mais en tout cas, au moins, on est sûr d'avoir. Donc, je ne néglige aucune piste, vraiment varier et tester les différentes choses et éviter de faire de la monoculture, en fait, parce que si les conditions climatiques sont pas adaptées telle ou telle année, bah, vous allez vous retrouver sans fleurissement. Préférez, si vous plantez aussi des massifs plutôt arbustifs, choisissez plutôt des sujets assez jeunes. Donc, comme on peut voir sur la photo de droite, ces arbustes jeunes, en fait, vont beaucoup mieux s'acclimater, en fait, aux conditions plutôt qu'un arbre déjà bien développé qui a grandi en pépinière et où on a bien pris soin de lui avec de l'arrosage. Si le sol est sec, autant qu'il s'y habitue tout de suite. Donc, quand on choisit sa palette végétale, bien sûr, on va toujours faire attention aux conditions du sol. Donc, comme je disais avant, est-ce que vous avez plutôt un sol argileux, limoneux, sableux? Est-ce qu'il est très vivant? Est-ce qu'il est en pente? Est-ce que l'exposition est très ensoleillée ou pas? Voilà, est-ce qu'il y a de l'ombre d'un bâtiment ou d'autres végétaux? Est-ce que les usagers vont marcher dessus? Et toujours essayer de regrouper aussi les plantes en fonction de leurs besoins et notamment de leurs besoins en eau, parce que trop souvent on voit encore des jardinières avec bah, des plantes peu gourmandes en eau et d'autres qui en ont besoin. Et du coup, bah, on ne sait plus trop comment arroser parce que bah, soit celles qui n'ont pas beaucoup besoin d'eau, elles meurent parce qu'elles ont trop d'eau, ou alors les autres plantes sèchent parce qu'elles manquent d'eau. Donc vraiment essayer d'harmoniser au maximum les plantes au niveau d'un même espace.
Donc effectivement, il y a une tendance à choisir des espèces moins gourmandes en eau. Alors bien sûr, elles sont très intéressantes, notamment sur le niveau pollinisation, etc. Toujours en gardant à l'esprit qu'il faut vraiment varier au maximum les espèces. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de vivaces, donc qui vont fleurir assez longtemps en fait dans l'année par rapport à des annuels. Donc on peut avoir un fleurissement de mai à octobre sans problème avec ce type de plante. Alors attention par rapport aux plantes méditerranéennes, hein, les plantes aromatiques, etc. On dit que c'est moins gourmand en eau. Alors certes, c'est très intéressant, mais il faut savoir aussi que ces plantes ne captent pas beaucoup d'eau et ne transpirent pas beaucoup. Donc c'est-à-dire qu'en fait, elles ne vont pas apporter de fraîcheur dans l'environnement, contrairement à des arbustes ou autres. Donc, ces plantes sont vraiment intéressantes, mais il faut pas se dire, bah, maintenant on en met partout. L'idée, c'est vraiment de varier au maximum et d'adapter en fait la plante à l'endroit où on la met. Quand on conçoit un massif aussi, attention à l'accès à l'eau. Donc, par exemple, ça peut être une problématique, enfin, une solution à la problématique qu'on évoquait tout à l'heure avec la pompe qui fait du bruit en ville. Par exemple, le massif de droite, il est alimenté directement par la gouttière et par l'eau qui s'écoule sur le revêtement. Donc, on a beaucoup moins besoin de l'arroser par rapport à la photo de gauche, où là, bah, en fait, l'eau pluviale n'aura pas du tout accès aux racines de la plante. Donc là aussi, c'est une solution d'aménagement en amont. Toujours penser à évacuer les eaux de pluie en fait vers les zones qui en ont besoin. Et on peut notamment créer maintenant des jardins de pluie qui peuvent être très intéressants aussi pour le fleurissement. Alors, hormis cela, il y a aussi d'autres façons de fleurir hein, dans une collectivité. Pensez aux prairies fleuries, aux fauches tardives. Parfois, on a de très belles fleurs sauvages qui peuvent se développer dans des zones enherbées. On peut garnir aussi les gazons avec des bulbes. C'est vrai que ça donne une touche de couleur très intéressante. Donc voilà, sortir aussi un peu de cette habitude de massif qu'on va arroser tous les 2, 3 jours, etc. Là, les bulbes ne nécessitent très peu d'entretien et d'arrosage. Pensez aussi aux arbres qui fleurissent, comme le tulipier, le magnolia, qui peuvent être assez sympathiques aussi à certains endroits. Alors bien sûr, comme je vous le disais, dans nos sols, hein, on a aussi des graines de fleurs locales qui sont très intéressantes et très jolies. Alors parfois, elles ne fleurissent pas, tout simplement parce que le sol n'est pas adapté. Il faut savoir que ces fleurs, comme le coquelicot par exemple, ont l'habitude de se développer plutôt dans des sols pauvres donc effectivement, parfois le sol est trop riche et ces graines ne germent pas. Donc voilà, essayez aussi peut-être de voir dans les sols pauvres ce qui se développe avant de tout décaisser et de vouloir faire un massif plus classique. On peut avoir de très belles fleurs sauvages qui se développent en ville et qui finalement sont adaptées hein, à ce milieu et à ce contexte défavorable. Donc si vous en avez, conservez-les au maximum. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce webinaire. Je vais conclure en vous rappelant toutes les choses qu'on a pu dire. Donc finalement, c'est se demander quelle eau j'utilise pour arroser, comment est-ce que j'arrose, qu'est-ce que j'utilise comme technique, essayer de retenir l'eau au maximum dans le sol, créer un environnement favorable avec par exemple de l'ombrage, des fosses adaptées, une cuvette de plantation aussi, quelle plante je vais choisir et comment je vais gérer par la suite au niveau de la collectivité. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur la dernière partie.
Alors oui, j'avais noté quelques petites questions, je vais te les reprendre. Euh, alors j'avais deux questions de Ollier. La première, c'était si tu avais des retours sur les plantations d'arbres avec le système des fosses de Stockholm. Non, j'ai pas de retour particulier. A priori, ça marche bien. Mais non, je j'ai pas encore de commune qui a fait ça, donc je n'ai pas de retour spécifique. Ouais, d'accord. Et du coup, je poursuis avec la question de cette personne. Surtout, n'hésitez pas, maintenant c'est l'occasion, à réactiver vos micros si vous avez si vous voulez préciser vos questions. Donc, tu as abordé un petit peu le sujet sur les massifs, mais Oui, également pour les plantations d'arbres. Est-ce que tu as des essences qui seraient à privilégier dans ce contexte de manque d'eau ou bah, c'est pareil, essayer de varier? oui, bah je vais avoir un peu le même discours que j'ai déjà eu, hein. C'est vrai on a peu de recul hein, finalement sur les arbres qui sont résistants à ces conditions climatiques. Donc varier vraiment au maximum, c'est fini en fait les arbres d'alignement où on plante les mêmes arbres dans des petites fosses le long d'une rue, c'est vraiment plus des choses à faire. C'est vraiment essayer de planter en bosquet, comme je l'ai dit, pour que les petits arbres bénéficient de l'ombrage des grands arbres. Et après, oui, effectivement, il y a des essences qui peuvent être plus intéressantes que d'autres. D'ailleurs, le CEREMA travaille avec la commune de Metz sur ces espèces-là et il y a un guide qui est très bien fait où on peut effectivement choisir parmi plus de 80 essences d'arbres la plus adaptée à son contexte. Mais effectivement, après, on ne sait jamais vraiment comment l'arbre réagit. Donc, j'ai vraiment tendance à vous inciter à varier, en fait. Et une des techniques aussi dont j'ai pas trop parlé, mais c'est peut-être aussi, je disais avant, au niveau des grands arbres, planter des petits arbustes autour pour les protéger. C'est intéressant, mais ça peut aussi être intéressant de ne pas planter, de juste en fait ne plus intervenir dans ces zones et laisser en fait une sorte de sous-bois se développer. Et là, en fait, on va avoir des essences sauvages qui vont se développer, comme le sureau ou des choses comme ça, qui finalement, s'ils poussent là, sont adaptés à cet endroit-là. Donc ça aussi, ça peut être intéressant et surtout, ça ne coûte rien. C'est gratuit. De laisser un peu la nature C'est ça. reprendre ses droits. Alors pas partout, hein, Oui, faut pas que ça soit. Mais voilà, dans certains cas, ça peut être intéressant. eh ben, merci. J'ai une autre question de la mairie de Saint-Léger-près-Troyes Oui, concernant les récupérateurs d'eau et autres systèmes de limitation d'arrosage. Est-ce que tu sais s'il existe des possibilités de financement pour les communes? oui. Alors effectivement, il y a des subventions, notamment auprès de la région Grand Est et de l'Agence de l'eau. Mhm. Alors il y a différentes possibilités. Sachant que l'agence de l'eau dispose d'un complément en fait de subvention justement pour toutes les problématiques liées au changement climatique et à la gestion de l'eau. Donc je vous invite à vous rapprocher de ces services pour avoir des subventions sur ce volet-là. D'accord. Eh ben, merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient poser des questions à Lucie de vive voix, maintenant qu'elle a fini sa présentation? Je regarde. Je ne vois pas de micro se réactiver. Je regarde. Non, j'ai fait le tour des questions. Eh Si bien, jamais, vous pouvez toujours recontacter je, la Fredon, soit à je Reims, à vais. Malzéville ou à Célestat, selon où Ok. vous êtes situé, et il y aura quelqu'un pour vous répondre. Je vous remets nos coordonnées dans le chat, comme ça, si vous avez des questions à poser à Lucie,
ou moi-même, et après je peux rebasculer aux différentes personnes concernées. Hop. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. J'aurais une question. C'est plus facile de le faire à l'oral qu'à l'écrit. Allez-y. Est-ce qu'il y a une base de données qui existerait pour savoir quelle plante, quel type de plante vivace ou quel type de plante d'ornement on peut implanter par rapport aux problématiques locales? Est-ce qu'il y aurait une base de données qu'on pourrait consulter afin de pouvoir piocher des idées dedans? Oui, bah alors après, il y a le floriscope qui peut être intéressant. Mais après, c'est surtout aussi voir avec vos horticulteurs qui sont finalement les professionnels hein, de ce milieu-là et qui sauront vous orienter en fait par rapport aux problématiques de votre collectivité. D'accord. D'autres questions? Je La première regarde. a été lancée, donc vous avez le droit. Faut toujours un premier pour se Oui, lancer et après ça merci d'ailleurs. inspire. Hop, moi, je prends les notes pour les personnes qui souhaitent recevoir la présentation également. Hop. Donc, du coup, je termine en vous disant que ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube Fredon Grand Est. Donc, vous pourrez le revoir ou le transférer à d'autres collectivités ou gestionnaires qui pourraient être intéressés. Est-ce Voilà. que je peux Je vous remercie intervenir vite de... fait? Oh, bien sûr, Moi, allez-y. je suis de la commune de Soulsbar-les-Bains. Donc, Mhm. moi, j'avais une question par rapport à, à comment on est organisé, en fait, parce que euh, on a très, 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 très peu de massifs. J'en ai deux. Tout le reste se fait en jardinière parce que la typologie du village, qui est un village médiéval, ne permet pas d'avoir des massifs qu'on puisse utiliser aujourd'hui, parce que même si je voulais en créer aujourd'hui, ce serait difficile. Donc j'ai énormément de pots à gérer, donc ça devient très difficile. Et, euh, et qui plus est, dans la commune, les deux ouvriers qu'on a sont multitâches, donc je n'ai personne de dédié directement à l'arrosage. D'accord. Donc c'est hyper compliqué ces 2, 3 dernières années là. Et j'ai essayé depuis 2 ans de mettre en place des plantes un peu plus vivaces Mhm. dans les deux massifs que j'ai et dans les pots. J'essaye aussi de vouloir récupérer, mais c'est encore une fois compliqué parce que quand on les sort de ces pots, en fait, c'est difficile de pouvoir les hiverner. Déjà, il faut la place, etc. Et comme on les engraisse durant Oui. l'été, c'est pas forcément très sympa pour elles d'après d'être à la diète pendant tout l'hiver. Et on les Mm. récupère pas trop en bon état. Donc moi, mon idée, c'est la vraie question, elle est comment puis-je, en gros, me faire avec le peu de moyens que j'ai en termes humains et la difficulté des pots, parce qu'un arrosage automatique dans les pots, euh, je C'est vois pas compliqué. comment je pourrais faire. Après, effectivement, ça, c'est une des pistes d'avoir un arrosage automatique. Ça se fait beaucoup, par exemple, sur les mairies où il y a une jardinière sur chaque fenêtre. Là, par exemple, c'est tout à fait possible. On peut le coupler aussi avec un réservoir d'eau pluviale, si ça s'y prête. Maintenant, pour votre cas au centre-ville historique, effectivement, il n'y a pas la place pour les massifs. Vous pouvez faire plusieurs choses. Déjà, je vous conseille de vous pencher sur les plantes grimpantes qui peuvent être assez intéressantes puisque pas beaucoup d'entretien, mais qui fonctionnent bien en fait avec les bâtiments en pierre, etc., qui mettent vraiment en valeur et qui peuvent ombrager aussi, puisque je suppose que si vous n'avez pas la place pour les massifs, vous n'avez pas la place pour les arbres non plus. Donc Non. voilà, qui peuvent aussi créer un peu de d'ombrage et de fraîcheur.
Après, ce qui peut être bien aussi, c'est peut-être de travailler avec les habitants, puisque bah, c'est sûr que le hors-sol, on n'y coupera pas trop. Donc ça peut être peut-être impliquer les habitants en leur offrant, par exemple, des végétaux pour que Mais en eux fait, ensuite s'occupent enfin, mais en fait, des ça se fait, jardinières. ça, j'arrive pas. J'ai testé, enfin, ça fait 2 ans là Vous avez qu'on, je déjà crois, fait? ouais, on a fait, Ok. je m'occupe d'une jardinière, j'avais Ouais. quelques trucs à Non, ça, arroser, mais en enfin, fait, il faut trouver, alors aujourd'hui, on vit quand même dans une société où, en tout cas, nous, on le voit ici avec le village, en fait, les gens, ils mettent de moins en moins de fleurs hein, chez eux. mhm. C'est la piscine hein, qui vient en premier lieu. Hein. Les fleurs, on verra après. Et, et l'épisode de sécheresse de l'année dernière, en fait, cette année, chez nous, il y a énormément de gens qui n'ont plus rien fait. Oui, Ou largement moins. moins. Mm. Et l'arrosage, s'il y a des personnes qui sont bénévoles pour arroser, c'est vraiment de façon sporadique et en fait, ça n'enlève La charge. pas beaucoup de charges au nôtre. Et il faut que la personne soit là enfin tout le temps en fait. Et elle veut pas, et il y a très peu de gens qui veulent Ouais. s'engager sur la durée Bah, par du coup, rapport à effectivement, moi, ce que je vous conseille, c'est de réorganiser en fait ce fleurissement. Peut-être ça. de concentrer ce hors-sol. Alors, bien sûr, hein, en faisant des bacs plus grands, comme je l'ai dit tout à l'heure, etc. Ouais, ouais, ouais. Peut-être de mettre un arrosage automatique, une réserve d'eau. Ils font Ouais, aussi maintenant des bacs qu'on peut mettre directement sous les gouttières, par exemple, ouais, avec la réserve d'eau pluviale en dessous et le fleurissement un peu au-dessus. Ça peut ouais, être une ouais, piste ouais, aussi. Mais vraiment ouais, réorganiser en fait à certains endroits clés où effectivement là on va mettre un peu le paquet sur le fleurissement et puis bah un peu au détriment de d'autres endroits où on n'aura plus les moyens en fait de l'entretenir. ouais, 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 tout à fait. Ouais, ouais, c'est un peu la voie vers laquelle je m'engage parce que sinon ça n'ira pas. Oui, bah après, effectivement, s'il n'y a pas d'engagement de la population, Oui, 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 bien sûr. Je pense je suis pas la seule. Je pense que non, non, non. de façon générale, ils en font moins les gens. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais pensez aussi aux plantes grimpantes. C'est vrai que Mhm. dans les centres historiques, ça peut justement, si vous enlevez du hors-sol à certains endroits, le fait de mettre des grimpantes, ça peut remplacer et quand même Ouais, garder quelque chose. Après, il y a des plantes grimpantes qui fleurissent aussi, qui sont très ouais, jolies. ouais, ouais. Ouais, peut-être un peu travailler là-dessus déjà. Ok. Merci. De rien. D'autres questions ou remarques? Eh ben, écoute, je vois rien dans le chat, mis à part que ton webinaire était très intéressant, Merci. d'après les commentaires. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser quelques dernières questions ou sinon on vous libère? Eh ben, écoute, je pense qu'on va pouvoir Bah, merci pour vos questions. clôturer. Hop, je regarde. Merci et bonne journée. Bonne journée. Merci à vous. Et puis, ben, n'hésitez pas à revenir vers Lucie ou vers d'autres collègues si vous avez des questions qui vous viennent à Et si vous avez froid. des bons exemples, je Mhm. prends aussi. Voilà, on est toujours demandeur de retour d'expérience aussi pour donner des bonnes idées dans la région.